Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. C'est avant et pendant la grossesse que le fœtus commence à construire la santé du futur bébé. C'est pendant et juste après l'accouchement et les premiers repas que se construit la colonisation bactérienne de son tube digestif, essentiel, nous l'avons appris ces dernières années, à sa croissance et son développement en bonne santé. Pour nous aider dans le choix d'une alimentation santé pour le microbiote et donc pour l'enfant, nous avons le plaisir de recevoir Madame Céline Richonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste pédiatrique et aussi et également et surtout auteur d'un ouvrage au titre explicite Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top aux éditions Marabout. Vous êtes notre invité aujourd'hui dans Réfoy et je passe la parole au docteur Serge Rafale qui a été auparavant un bébé. Eh oui, avant. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Madame Richonnet, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir avec Nicolas dans notre magazine. Alors vous proposez un ouvrage fort utile pour la santé de la maman et surtout de bébé qui deviendra kid, adolescent, puis adulte. Alors on va faire un focus sur quelques points particuliers qui concernent l'hygiène de vie et principalement l'alimentation, qui est l'acteur clé de la construction d'un bon microbiote. Alors, on va évoquer les 5 phases que sont la grossesse, le nourrisson, le bébé, l'enfant et l'adolescent. Mais c'est extraordinaire parce qu'il y a eu cette révolution microbiote et maintenant l'alimentation de bébé qui deviendra grand, comme on l'a dit, passe par la qualité, la variété de son microbiote, c'est ça ? Effectivement, l'alimentation est le facteur qui influence le plus le microbiote à tous les âges de la vie. Et c'est là où il est justement très intéressant d'y penser au moment de sa grossesse et au moment des premières années de son enfant. Parce qu'en agissant sur l'alimentation, on peut vraiment améliorer tous les déterminants de santé qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'il y a cette théorie des 1000 jours, avec ces 1000 jours si structurants pour la santé du futur adulte. Alors le microbiote, c'est une notion qui est récente, c'est dérivé du génome humain en 2004, et puis après on a commencé à s'y intéresser à partir de 2010. Effectivement, il y a eu une vraie révolution à partir environ des années 2006. On connaissait déjà la flore intestinale, mais il se trouve que la majorité des bactéries n'arrivent pas à pousser de façon aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Donc on n'arrivait jamais à vraiment déterminer, voire vraiment l'étendue de toute la diversité de cette flore intestinale. Et dans les années 2004-2010, on a eu des nouvelles technologies et notamment des capacités de lire le génome bactérien qui ont vraiment ouvert le champ de la connaissance sur le domaine de la flore intestinale et de tous les micro-organismes qui la constituent. Les super pouvoirs du microbiote, donc en quelques mots. En 5 mots. Un lien très très direct avec de nombreuses pathologies, notamment l'obésité et le surpoids. On pense aussi à l'incidence du diabète, les allergies, l'eczéma, les intolérances et puis toutes les maladies chroniques de l'intestin. Dans toutes ces pathologies, le microbiote est vraiment fondamentalement inscrit à la fois dans l'apparition, mais aussi dans la façon de traiter ces pathologies. Et la recherche aujourd'hui nous oriente vraiment vers la prise en compte du microbiote pour traiter toutes ces pathologies. Et c'est la qualité de l'alimentation qui influence sa composition ? Majoritairement. C'est le facteur majoritaire. La part de génétique, pour vous donner une idée, on pense que c'est entre 1 et 2% seulement de l'influence du microbiote intestinal. Donc il y a une très forte transmission de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Mais ensuite, c'est toutes les expériences de vie et l'alimentation qui vont façonner la diversité, la composition de ce microbiote. Quels sont les alliés du microbiote ? Le premier allié, c'est vraiment la présence de prébiotiques dans les fruits et légumes. Alors, on le sait depuis longtemps. Prébiotiques, peut-être pour nos auditeurs internes. Ce sont les substrats qui vont servir de nourriture aux micro-organismes qui sont dans le microbiote intestinal, dans la flore, donc principalement aux bactéries. Donc, ce sont des fibres qui sont dans les fruits et les légumes principalement, qui ne sont pas digérés pour l'organisme humain, mais qui vont servir de nourriture, de substrat à ces bactéries qui vont s'en servir pour se développer, pour croître et se multiplier. Donc les fruits, les légumes, les céréales complètes. Céréales complètes, légumineuses également, donc tout ce qui va être lentilles corail, pois cassés, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, qu'ils soient en conserve ou frais, même en conserve, ils ont vraiment ces propriétés très intéressantes pour nourrir les bactéries intestinales.
Les aliments fermentés, on les a redécouverts presque avec ces travaux sur le microbiote. C'est très très important. Oui, et on s'en aperçoit beaucoup dans les populations qui continuent à avoir une alimentation traditionnelle et qui conservent ces aliments fermentés qui historiquement ont été consommés partout dans le monde sous des formes différentes, à la base pour être conservés, mais qui ont des propriétés effectivement probiotiques ou postbiotiques, on l'expliquera je pense, très importantes pour nourrir toujours les bactéries intestinales. Vous allez même nous l'expliquer tout de suite parce qu'il y a les prébiotiques, il y a les probiotiques, il y a maintenant les postbiotiques, il y a des symbiotiques. On a un petit peu de mal à s'y retrouver. C'est assez complexe. Donc les probiotiques, ce sont les ferments vivants, les bactéries vivantes qu'on peut ingérer et qui vont venir s'installer dans le système intestinal. Les postbiotiques, ce sont ces mêmes bactéries, mais qui ont subi par exemple un traitement thermique. Je pense par exemple au pain au levain. Le levain va naturellement contenir beaucoup de probiotiques, mais ces probiotiques, évidemment, lors de la cuisson du pain au four, vont être complètement éliminés. Mais le fait de trouver dans le pain au levain des restes, je dirais, donc des probiotiques inanimés, des restes cellulaires, mais aussi tout ce qui aura été sécrété pendant la fermentation par ces probiotiques ont un effet postbiotique. On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment un effet fondamental et très important qui modifie de façon profonde et durable la flore intestinale, même s'il n'y a plus aucun probiotique vivant dans le pain au levain ou dans la choucroute qui aura été cuit 2 ou 3 fois. Notion importante et nouvelle, donc l'importance de ces postbiotiques. Les ennemis du microbiote pour bébé. Alors, il y en a de nombreux. Le sucre, évidemment, en fait partie, ainsi que tous les traitements qu'on va retrouver dans l'agriculture qui n'est pas biologique, et notamment la présence de pesticides. On peut aussi citer les produits néoformés qui vont se former pendant la cuisson de façon trop importante. Donc, toutes les parties un peu trop caramélisées, trop cuites. Ces produits néoformés sont aussi assez néfastes pour l'équilibre du microbiote. Et puis, il y a bien sûr les microplastiques, donc tous les produits emballés, mais aussi... c'est le cas également de certaines tétines en plastique qui peuvent avoir un effet délétère sur la flore intestinale. Les chiffres que vous donnez sont effrayants. Vous dites un bébé de 12 mois avalerait en moyenne 2,6 millions de microparticules de plastique issues des biberons, plus qu'un adulte. Oui, il y a eu des études très intéressantes de l'ANSES qui ont permis de modéliser et d'avoir une idée effectivement chiffrée. C'est plus que l'adulte, effectivement. En plus, l'enfant met beaucoup plus de choses à sa bouche et a un petit poids corporel. Donc, en termes de microparticules par kilo de poids corporel, on atteint des chiffres éloquents. Vous dites, alors là, comme premier conseil, je dirais ne jamais faire cuire les aliments dans du plastique. Exactement, ne jamais réchauffer, ne jamais mettre non plus dans un récipient en plastique des aliments qui sont très chauds et qui viennent d'être cuits, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment un échange entre l'aliment et son contenant, qui sont importants et qui peuvent transmettre des microplastiques. Donc effectivement, même pour la vaisselle de bébé, il y a des matériaux nouveaux, des fibres de bambou notamment, ou parfois même du verre. Effectivement, c'est plus lourd et c'est cassant. Mais il y a un vrai intérêt en termes d'inertie, en termes de protection de l'enfant contre les microplastiques. On a fait beaucoup de rubriques, des émissions sur les aliments ultra transformés qui sont en grande partie responsables de l'épidémie de surcharge pondérale et d'obésité. Et vous dites, en fait, les aliments ultra transformés, c'est gros ennemis pour les enfants qui en sont de très gros consommateurs. On sait effectivement que les enfants consomment davantage d'aliments ultra-transformés que les adultes. Il y avait une modélisation aussi qui avait été réalisée et on pense que plus de la moitié des calories des enfants ingérées viennent d'aliments ultra-transformés. C'est vraiment la période de la vie où on en consomme le plus parce que finalement, il y a toutes ces formes un peu attractives, un peu gourmandes, avec beaucoup d'arômes, beaucoup de colorants, des aliments qui sont comme ça très travaillés. C'est ce que vous dites, d'ailleurs on est surpris, vous dites que les parents se tournent de plus en plus vers des produits végétaux qu'ils imaginent bons pour la santé, qui sont en fait totalement ultra-transformés, avec peu de céréales ou légumineuses, de l'amidon, des matières grasses, des additifs dont vous avez parlé. Il faut faire attention aux alternatives végétales. Effectivement, la majorité des parents veulent bien faire et c'est important de réduire la part de protéines animales pour des raisons écologiques, environnementales et santé. Par contre, effectivement, il faut se tourner vers des aliments un peu bruts, des vraies lentilles, du vrai quinoa, etc. Tant qu'on essaiera de trouver des aliments qui ressemblent à de l'animal sous forme végétale, donc des nuggets, des saucisses, des burgers, etc. En fait, technologiquement, il est impossible que le végétal ait cette forme, donc on est obligé d'avoir recours à un tas d'additifs pour texturer, pour donner l'arôme fumé, l'arôme viande. Et finalement, c'est un agglomérat d'ingrédients qui ne sont pas naturellement présents dans les aliments végétaux et on perd tout le bénéfice de la végétalisation de l'alimentation. Alors, on va prendre, comme on l'a promis, les 5 stades et vous dites ça commence avant la grossesse.
On peut commencer effectivement à préparer la qualité de son microbiote intestinal en tant que future maman, en modifiant certaines habitudes alimentaires. On connaissait l'importance de l'acide folique, la vitamine B9 pour prévenir un certain nombre de complications de la grossesse, mais vous allez bien au-delà. Oui, il y a des habitudes qu'on peut prendre effectivement assez tôt et qui vont, alors sans forcément avoir recours à des supplémentations médicamenteuses, mais en tout cas modifier un peu son hygiène de vie et son alimentation et ses habitudes. Recomposer son assiette. Exactement, recomposer son assiette en mettant une part beaucoup plus importante aux fruits, aux légumes, en apportant beaucoup de couleurs, beaucoup de diversité. C'est très à la mode d'avoir des assiettes très colorées et en fait, d'un point de vue santé, ça se tient. Il y a un concept aux États-Unis qui s'appelle Eat a Rainbow qui propose de manger sur la semaine l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel à travers les fruits et les légumes. Je trouve que c'est un repère qui est assez évident. Et effectivement, plus on va apporter une diversité de couleurs, plus on va diversifier les sources végétales de fibres, plus on va nourrir une flore intestinale qui soit diversifiée et qui va venir piocher les polyphénols, les antioxydants intéressants, les fibro-prébiotiques qui vont nourrir le microbiote intestinal. Et un microbiote intestinal résilient, c'est-à-dire qui est capable de faire face aux éléments de la vie comme le stress, comme des moments où on mange un peu moins bien, on dort moins bien, etc. C'est un microbiote qui est diversifié avec une large population bactérienne. C'est vraiment ce qu'on va venir rechercher. De l'abondance en quantité et une diversité de composantes. Donc pour ça, il faut effectivement manger très varié. Ça veut dire aussi se remettre des légumineuses dans son alimentation, avoir vraiment le réflexe de rajouter à chaque fois, plusieurs fois dans la semaine, des lentilles, des pois cassés, des haricots blancs, etc. Mais mettre aussi beaucoup d'aliacées, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, mettre des herbes, varier les herbes. Chaque herbe a des propriétés nutritionnelles différentes qui vont venir nourrir des souches différentes de bactéries. Alors, on en vient à l'accouchement. Alors, on sait effectivement que l'accouchement par voie basse est préférable à la césarienne au plan du microbiote. C'est vraiment fondamental. Alors, je ne veux vraiment juger personne. Il n'est pas toujours possible d'avoir un accouchement par voie basse, mais en tout cas... Parfois, ce ne sont pas des césariennes de confort. Exactement, il y a des urgences. Et elles sont indispensables. Le débat n'est pas là. Par contre, sur la césarienne de confort, on peut effectivement y réfléchir à deux fois. Il y a vraiment un vrai bénéfice à accoucher par voie basse. Au moment de la descente de l'enfant, il va vraiment, notamment évidemment par la bouche, mais aussi par les yeux, les oreilles, le nez, absorber un maximum de bactéries intestinales et vaginales qui vont vraiment façonner son microbiote dès les premiers instants. Il y a un très très gros écart entre les bébés nés par césarienne et les bébés nés par voie basse. Et cette trace, on la retrouve encore à l'âge de 3 ans. Donc les expériences de vie, tout est rattrapable. Évidemment, avec un bon allaitement et des expériences de vie, notamment un contact à la nature important de bébé, pas d'hygiène trop excessive et une belle diversité alimentaire au moment de la diversification, on peut sauver tout ça. Néanmoins, ce patrimoine qu'on peut constituer dès la naissance, si on peut avoir favorisé l'accouchement par voie basse, c'est effectivement très important. Vous insistez dans votre ouvrage sur les avantages du lait maternel. On redécouvre son importance. Il est fondamental, effectivement, on le sait depuis très longtemps. Ce qui est un peu nouveau, c'est de voir ça sous l'angle, effectivement, du microbiote. Oui, bien sûr. Le lait maternel, il a l'avantage de fournir à la fois les pro- et les prébiotiques. Dans le lait maternel, il y a plus de 700 espèces bactériennes. À chaque mise au sein, il y a une transmission de bactéries qui vont venir s'installer dans la flore intestinale, qui vont augmenter le microbiote du bébé et augmenter sa diversité. Il y a évidemment les bactéries cutanées, puisque la mise au sein va permettre à l'enfant, lors de la succion, de récupérer quelques bactéries, mais il y a surtout une vraie flore vivante à l'intérieur du lait maternel. Et ça, on l'a découvert finalement il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans. Et cette flore-là, elle est vraiment très structurante pour la qualité du microbiote de l'enfant. Et en plus, il y a dans le lait maternel ce qu'on appelle des HMO, des oligosaccharides du lait humain. Je crois que Nicolas en parlera en deuxième partie. D'accord. Enfin, il vous interrogera sur les HMO en deuxième partie. Qui sont vraiment fondamentaux pour nourrir cette flore. Donc, on apporte les bactéries et leur nourriture au même moment. C'est magique. On vous lit, on est un petit peu surpris parce que vous dites la flore est peu diversifiée. Alors, on avait l'impression que la variété fait la qualité. Vous dites elle est peu diversifiée jusqu'à la diversification alimentaire qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et c'est protecteur. En fait, on s'aperçoit que cette flore peu diversifiée jusqu'à l'âge au moins de 6 mois, elle est finalement complètement corrélée avec des indices de surpoids qui sont inférieurs et même avec des capacités cognitives et des gestions des émotions à l'âge de 5 ans qui semblent complètement être en miroir. Comment on choisit un lait infantile quand l'allaitement maternel n'est pas possible ?
Eh bien, il y a des formules aujourd'hui qui justement proposent qui des ressemblent HMO. vraiment beaucoup On s'en rapproche. C'est jamais identique. Il y a toute une part du vivant, et notamment, vous voyez, de cette bactérie vivante dont je parlais, des probiotiques, qu'on ne retrouve évidemment pas dans les formules infantiles, qui sont des produits qui n'ont plus de bactéries, évidemment. Donc, on choisit plutôt des formules qui ont des prébiotiques, idéalement. Il y a des formules aujourd'hui qui sont enrichies en inuline, notamment, et qui permettent de mieux nourrir la flore intestinale de bébé. Et puis, on fait attention aussi jusqu'au lait de croissance, parce que souvent, l'attention est portée sur les premiers laits, mais le lait de croissance est également important. Pareil, on ne choisit pas d'arôme vanille, pas de sucre ajouté surtout. C'est très mauvais pour le microbiote intestinal de l'enfant. Et puis, il y a des formules plutôt avec des HMO ou à minima des prébiotiques de type inuline. La diversification alimentaire entre 6, 9, 18 mois, il y a des choses à respecter. La première chose, je dirais, c'est de ne pas trop s'empresser. Je trouve qu'il y a un très fort courant actuellement pour diversifier dès l'âge de 4 mois. C'est pas forcément nécessaire. Il faut vraiment déjà en parler avec son pédiatre. Chaque enfant est différent. Voir un peu aussi comment son bébé réagit. Est-ce que vraiment il a faim? Est-ce qu'il il se tient déjà très bien? Est-ce qu'il a un vrai intérêt pour les aliments? En dehors d'un retard de croissance, je ne suis pas très favorable à une diversification dès 4 mois. Je pense qu'on peut vraiment attendre 5 mois. La majorité des études montrent justement que de conserver cette flore bifidus liée au lait maternel jusqu'à au moins 5 mois, c'est plutôt favorable pour la suite. Donc, inutile de s'empresser. Et pareil, après, il y a les par étapes et vraiment choisir des aliments spécifiques pour l'enfant. L'inquiétude, elle se porte surtout à partir de 1 an. C'est-à-dire qu'à partir de 1 an, bébé peut être à table. Et ça, c'est vraiment super, c'est important pour avoir une vie de famille, pour avoir de la discussion, pour apprendre les manières de table, etc. Par contre, il peut manger la même chose que tout le monde si tout le monde mange baby-food, ce qui n'est pas franchement le cas. Donc, il y a vraiment un point d'attention à pas donner de sel ou de sucre ajouté avant 1 an. Ça n'a aucun intérêt. Et ça donnerait à bébé l'habitude de devoir toujours augmenter les doses de sel ou de sucre pour satisfaire finalement son plaisir. Donc vraiment, jusqu'à 1 an, on reste sur des aliments peu transformés. On peut faire appel à des aliments du commerce, mais en prenant des aliments spécifiquement dédiés à l'enfant. Et puis, on fait attention aussi aux textures, à donner des choses qui ne soient pas trop lisses. Il faut vite s'aventurer sur des textures un peu grumeleuses, des petits morceaux, des choses hachées, des choses moulinées. C'est très important pour le développement de l'oralité de l'enfant, donc pour la qualité du langage ultérieur, mais aussi pour sa capacité à ne pas être trop enfermé dans une alimentation trop lisse. Ça ouvre vraiment son panel gustatif. Vous parlez de la néophobie alimentaire. Vous dites qu'elle est surtout marquée entre 2 et 3 ans. Elle peut se poursuivre jusqu'à 6 ans. Elle peut, oui. Là, c'est très long et très difficile, effectivement. Mais la phase entre 2 et 3 ans, elle est systématique. Tout le monde passe par cette étape. Il faut s'armer un peu de patience. Il est tout à fait normal dans la construction psychologique de l'enfant d'avoir un moment de rejet et de refus, d'avoir peur de la nouveauté à un moment où il commence à prendre conscience qu'il est un être individuel et qu'il n'est pas que lié à son parent. Donc, c'est un moment qu'il faut accepter parce que c'est passager. Par contre, effectivement, plus on aura diversifié avant, donc je dis souvent qu'entre 6 et 18 mois, on a 1 an pour faire découvrir à son bébé un maximum de saveurs. 1 an, ça veut dire 4 saisons. Ça veut dire qu'on peut piocher dans toutes les familles de fruits et de légumes. Quelle que soit la date de naissance de votre enfant, on a tous 1 an devant nous. Et pendant cette année, il faut essayer de diversifier vraiment beaucoup les textures, les couleurs, les formes d'aliments. Ça, on sait que ça va prédire une néophobie qui va être moins profonde et moins longue. Et puis, ça revient après la néophobie, là aussi en réessayant différentes formes. Il faut les présenter, les représenter Exactement, sous différentes formes. Il faut être patient. Il ne faut pas hésiter à présenter toutes les formes et même à utiliser un peu, je le dis souvent, les outils un peu de l'industrie agroalimentaire. Faire des gnocchis de chou-fleur, vous voyez avec les fruits et les légumes, on peut faire des choses qui soient très attractives et qui ne soient pas que du légume vapeur à partir de 9-12 mois. On commence doucement avec le légume vapeur, mais ensuite on peut diversifier les formes pour apporter un peu de fantaisie. Alors, il grandit assez vite. Là, chez l'enfant, vous dites qu'il faut insister sur l'entrée. Et c'est vrai qu'on n'y fait pas obligatoirement attention. Et vous dites c'est très important. C'est un geste qui se perd et qui pourtant garantit un apport de légumes à minima, voire de fruits, assez facile. L'enfant arrive déjà généralement assez affamé, donc il mange plus facilement au début de repas. Et puis on peut faire appel à des soupes. Il y a beaucoup d'enfants qui mangent des soupes dans les cantines scolaires. La soupe, finalement, il y a assez peu de gâches, c'est assez consommé. Vous parlez, alors vous dites la soupe dans votre ouvrage, vous parlez des cuidités. J'ai beaucoup aimé ces cuidités. Donc la betterave, par exemple, le maïs, les poireaux vinaigrettes. Alors les poireaux, c'est un petit peu plus difficile mais chez l'enfant parfois. Mais oui, les aliments cuits qu'on propose en entrée. On peut faire des carottes cuites qu'on refroidit
et qu'on sert avec de la feta et une petite vinaigrette, ça peut être très apprécié. Faire attention, bien évidemment, au sucre, hein. Vous l'avez dit, c'est l'ennemi du microbiote. Ça. Complètement, ouais. Il déséquilibre complètement la flore intestinale et notamment l'excès de fructose. Alors l'excès de fructose, c'est pas tant par les fruits que par l'excès de sucre et l'excès de ketchup et autres sucres, de sucreries, voilà, de confiseries. Effectivement, c'est très inflammatoire pour l'intestin et il y a une vraie corrélation avec la dysbiose du microbiote, c'est-à-dire le déséquilibre de la flore. On passe à l'adolescent et pour l'adolescence, vous dites il faut insister sur la phase de l'adaptation. Vous dites des changements de microbiote se poursuivent dans l'adolescence et le microbiote n'a pas la même composition ni le même fonctionnement que celui de l'adulte. En fait, il y a un tel chamboulement hormonal et émotionnel chez l'adolescent qu'il a un impact et Ça des intervient, répercussions sur le microbiote intestinal. Il y a aussi des changements d'habitude de vie, avec des nuits peut-être moins longues, parfois un vrai dysfonctionnement de l'alimentation, qui, encore une fois, est normal. Il y a besoin à cette période-là de s'éloigner du modèle alimentaire familial, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y retourne pas après, au contraire. Mais oui, c'est très, très troublant pour le microbiote intestinal qui est complètement désœuvré à ce moment de la vie. Vous dites il faut introduire des paliers, y aller doucement, progressivement, sans donner de leçons pour ne pas le braquer. Oui, j'essaye de Définitivement. donner effectivement dans mon livre quelques méthodes parce que il faut trouver chez l'adolescent ce qui va accrocher. Est-ce que Oui. c'est avoir C'est le terme que vous utilisez. de Il meilleures faut notes? un point d'accroche. Mais c'est ça. oui, et de toute façon, c'est à peu près dans l'éducation de l'adolescent en général. Si on veut avoir de l'impact, être moralisateur, ça ne marche pas très bien. Donc, il faut trouver ce qui va lui parler. Ça peut être esthétique, ça peut être l'acné. On sait qu'il y a un très fort lien entre le microbiote et l'acné. Et en améliorant l'alimentation, on peut améliorer l'acné du jeune, par exemple. Et donc, effectivement, il faut y aller par étapes et être un peu malin, notamment en mettant à disposition des choses saines qui traînent un peu, je dirais, dans la cuisine. Évidemment, si les placards sont pleins de confiseries, etc., c'est là-dessus qu'il va se jeter préférentiellement. Il y a des formes de fruits, de légumes qui peuvent être un peu fun, un peu attractives, notamment le manger main avec des choses qui se dipent au moment de l'apéritif, etc., des petites carottes, des tomates, etc., pour avoir un grignotage qui soit plus sain. On y arrive aux 5 fruits et légumes. Chez les gamins, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire. Chez les ados, bien sûr. C'est nécessaire. Les tailles de portions ne sont pas forcément les mêmes que chez l'adulte, mais la cible des 5 par jour, elle est vraiment à suivre, effectivement, parce que ça veut dire mettre des fruits et des légumes un petit peu à chaque repas. Et donc, ça prend des parts d'estomac sur d'autres choses qui vont être très denses en calories et peu nutritifs. Bon, vous expliquez là sur les fromages, vous dites qu'il faut faire attention là aux préparations fondues, aux snacks, il y a trop de sel, trop de protéines animales, trop de graisses saturées, c'est pas bon ça. Eh oui, le fromage, en fait, on le mange de moins en moins en plateau et de plus en plus en plat. Il y en a dans tout un peu. Ouais. Et c'est pas Et souvent dans les AUT, là, il y a Exactement. souvent, Et puis c'est pas des fromages souvent de très grande qualité, c'est pas forcément d'ailleurs du vrai fromage. Donc effectivement, je trouve qu'il faut redonner le goût du plateau de fromage et du bon fromage fermier au détriment plus des fromages type mozzarella. Voilà, on a Sans compris que préciser. l'alimentation est une part importante de l'éducation et que l'alimentation fait le microbiote et qu'il n'est plus possible actuellement de parler d'alimentation sans évoquer le microbiote dont le rôle est essentiel. Donc en prendre le plus grand soin. Je rappelle le titre de votre livre, Bien nourrir votre enfant pour un microbiote. Top. Merci Serge Rafal, merci Madame Richonnet. On va se retrouver en deuxième partie avec le docteur Vladimir Mitz qui dans son enfance ne mangeait que des bonbons. Que des bonbons. Il va tout nous dire. Pas un fruit, pas un légume. Et il va tout nous raconter dans quelques instants. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
En fait, je voulais réamorcer un peu avec ça, quoi, que D'accord. viennent vous demander vos patients. Oui, mais comment on ne parle pas de ce bouquin? Comment présenter celui-là? Non, mais je Après, trouve que c'est pratico-pratique. Là où vous pouvez là. raccrocher, c'est que c'est des recettes familiales. Il y a vraiment que le début où la recette est que pour le bébé, mais à partir de 9 mois, c'est des recettes pour la famille dans sa globalité. Donc ça nourrit. Ça vous ennuie pas ça corrige tout le monde. qu'on parle de celui-ci également? Ah bah non. Non, ok. Non. Non, Bon, mais... allez, je veux bien. Non, mais parce que je trouve que c'est pratico-pratique, là, tu vois. Ce qui est important, c'est les amidons résistants, parce que c'est une notion qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce que tu as d'autre? T'as tout, t'as les troubles de l'humeur, t'as l'allergie, t'as l'immunité, Oui, t'as les fruits, les légumes, l'alimentation, les polluants, protéger la peau, je trouve que c'est pas assez intéressant. Et puis, t'as aussi... Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Je peux vous dire que pendant la pause, ça parlait déjà recettes. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Bonjour, docteur Vladimir Mitz. Je vous ai raillé tout à l'heure. Mais c'était un grand plaisir. Vous voyez très bien ce que c'est qu'une asperge, un concombre, une tomate. Je l'ai appris très tard. Alors, Madame Richonnet, Céline Richonnet, vous avez également, vous êtes responsable également d'un livre, le grand livre des recettes de mon bébé, toujours chez Marabout, 200 recettes de 5 mois à 3 ans. Ça intéresse la famille autour de la table. Vous parliez dans la première partie, à un moment donné, on se retrouve avec bébé autour de la table. Quel est le degré d'instruction des patients, des patientes qui viennent vous voir? Ils viennent vous voir pourquoi? Pour avoir du pratico-pratique, des recettes? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler du microbiote? C'est vrai que ça existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui, le terme microbiote est mieux connu. Après, pour autant, le concept est un peu complexe. Donc, en général, quand on vient nous voir, c'est souvent quand il y a un dysfonctionnement, quand un bébé ne mange pas ou qu'il y a un problème, une pathologie. Ce qui est intéressant, je trouve, au contraire, c'est de consulter quand tout va bien avant d'amorcer la diversification alimentaire pour savoir un petit peu vers quoi s'orienter. Il y a tellement d'informations aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des choses qui sont très contradictoires. Donc, c'est important parfois de refaire le point sur qu'est-ce qui est juste d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui est vraiment démontré et qu'est-ce qui n'est que de l'ordre de la croyance. C'est un peu ce qu'on avait avec les probiotiques. Les patients ont ingéré beaucoup de probiotiques sans preuve scientifique évidente du choix des souches, des bifidobactéries, des lactobactéries. Et maintenant, je pense, ça sera de plus en plus précis, probablement. Et il y a même sur le marché des produits qui n'ont pas forcément démontré d'efficacité. Donc c'est vrai que c'est très difficile en tant que patient de faire le tri dans ce large panel. Donc c'est là où il est intéressant effectivement de consulter, même quand tout va bien, j'ai envie de dire, pour préparer l'arrivée de son bébé ou préparer la diversification alimentaire et voir un peu par quelle étape passer pour mettre en place quelque chose de sain. C'est une bonne base pour la suite. C'est vraiment on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne diversification alimentaire. Est-ce qu'on peut rattraper le temps qui a été perdu quand on ne s'est pas bien préoccupé de la santé, du fait de nourrir son bébé? Est-ce qu'après, on a déjà parlé ici du fait que ça pouvait être un peu tard après, quand on arrive à la puberté, à l'adolescence, c'était déjà un peu fichu, quoi. C'est plus complexe, mais c'est toujours rattrapable. Et même à l'âge adulte, c'est toujours rattrapable d'un point de vue alimentaire. Par contre, effectivement, toute habitude qui est bien ancrée dans la famille, qui est bien ancrée dans l'alimentation de l'enfant, est plus difficile à modifier que quand on part directement sur des bases saines. Se passer du goût du sucre quand on l'a connu petit, c'est un peu compliqué par la suite. Vous parliez de tout ce qui avait attrait au microbiote. Microbiote et immunité, il faut en prendre soin dès l'enfance, car ça permet vraiment de diminuer la fréquence, la durée, la gravité des épisodes infectieux après. Oui, ça vraiment, on s'en aperçoit de plus en plus. Il y a un lien complet entre l'installation du microbiote dans les premières semaines de vie et la qualité immunitaire de l'enfant dans les années à venir. En fait, le microbiote intestinal, il entraîne, c'est du non-soi, c'est de l'extérieur. Donc, il entraîne le corps à savoir réagir de façon adaptée aux agressions extérieures. Et plus un microbiote intestinal est complet et riche, plus on va avoir de quoi attaquer l'extérieur. Je rappelle que 70 à 80% des cellules immunitaires sont au niveau de l'intestin. L'intestin, l'alimentation, on mange quand même 3 fois par jour.
les doigts à la bouche, etc., c'est quand même un moyen d'ingestion très important de microbes. Ouais, vous dites que quand un enfant va se balader dans son jardin, même la présence d'un chien Un animal de compagnie, dans le ouais, foyer, oui. dans le domicile, c'est pas néfaste pour le microbiote, bien au contraire. Aller se balader dans le jardin, mettre les mains dans la terre, ne pas nécessairement toujours se les laver après. Enfin, vous êtes contre l'hyper-hygiénisme. Oui, tout à fait. Alors, ça n'empêche pas d'être propre. C'est-à-dire, Oui. on rentre des transports en commun, on rentre de l'école, on rentre du Absolument. cinéma, on se lave les mains. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mm. Par contre, effectivement, quand on est dans un milieu naturel, il y a en fait sur les rochers, dans la terre, sur les plantes, il y a des microbiotes. C'est pas le même que le microbiote intestinal, c'est une autre d'autres familles dans d'autres proportions. Mais il y a des bactéries qui sont importantes, des bactéries naturelles de l'environnement, qui sont extrêmement importantes justement pour éduquer le système immunitaire. Et on s'aperçoit que les enfants qui grandissent dans des fermes et les enfants qui ont des animaux de compagnie ont par exemple une incidence des allergies et des intolérances alimentaires qui est bien moindre, Ouais. alors que la ferme est un lieu bourré d'allergènes par essence, on est dans la nature. Finalement, plus il y a de contact avec la nature dans les premiers instants de vie, plus il y a le développement d'une immunité très solide et une meilleure confrontation de l'enfant après. Suite à cette émission, tout le monde va aller prendre un toutou. C'est une bonne excuse C'est pour une bonne adopter un excuse. chien ou un chat. Ouais. Le rôle du microbiote dans les troubles de l'humeur, également, très important. On s'en rend compte de plus en plus. On pense qu'il y a vraiment un profil microbiotique en fonction des profils de personnalité. Donc il y a des choses qui ont été développées très facilement sur les modèles murins, donc avec des souris, des rats. Et puis aujourd'hui, on arrive à avoir des corrélations entre le profil microbiotique et le tempérament, notamment le tempérament plutôt introverti, plutôt discret, la peur d'autrui, ou alors des tempéraments plus aventureux, plus ouverts. Et c'est fondamentalement corrélé avec des profils de microbiote. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut façonner les personnalités en fonction du microbiote intestinal uniquement, mais en tout cas, il y a un véritable rapport qu'on peut du coup essayer d'optimiser au maximum en ayant un microbiote qui soit bien diversifié et bien riche. C'est donner toutes les chances, en tout cas à son enfant, d'avoir un comportement plus équilibré. On commence à avoir des travaux de psychonutrition, en fait. Complètement. Il y a même des travaux pour traiter tous les troubles anxio-dépressifs en allant un peu L'équipe plus loin dans le de traitement. Marseille, on a reçu ici le docteur Guillaume Font qui insistait beaucoup sur la prescription. Alors, ça ne remplace pas les médicaments, ça ne remplace pas un travail de thérapie, mais il insiste beaucoup sur le rôle des EPA, des DHA, enfin des acides gras pour des acides l'humeur, pour les gras, troubles et de puis l'humeur. on réfléchit là en ce moment, il y a des essais sur des mélanges de probiotiques, prébiotiques et polyphénols, pareil en prévention ou alors en curatif en plus d'une thérapie cognitivo-comportementale par exemple. Donc oui, on sait depuis toujours que l'alimentation, l'humeur, le déclin cognitif, etc. On a beaucoup parlé des poissons gras, du DHA. Donc on sait très bien qu'il y a un lien très important entre le cerveau et la qualité de l'alimentation. Donc ça se joue aussi sur les tempéraments et les humeurs. Ils sont très importants. Vous en avez parlé en première partie. Vous aviez parlé des légumineuses, des fruits, des légumes, mais des produits fermentés. Quel type de produits fermentés on fait manger à un enfant de moins d'1 an ? Le yaourt, Le yaourt, c'est déjà c'est plein de bifidobactéries. et le pain au levain. Et le pain au Et levain. le pain au levain. Vraiment, il faut. Je trouve que c'est quelque chose d'assez simple. Se renseigner auprès de son boulanger, on en trouve assez facilement. Le pain au levain, c'est un aliment du quotidien qui peut facilement être un aliment fermenté qu'on va venir intégrer. Avant 1 an, je pense que ça s'arrête à peu près là. Ouais. Plus tard, et après 3 ans notamment, on peut essayer des aliments fermentés plus complexes comme le kimchi. Voilà, il y a d'autres. kombucha, Le qui est très kombucha. Il y a des choses intéressantes. Alors, le goût est un peu spécial et du coup, c'est là où il faut essayer effectivement de le faire rentrer assez tôt dans l'alimentation de l'enfant en choisissant par contre des filières dont on est vraiment sûr parce qu'on est quand même sur du vivant, donc on est sur des choses un peu plus sensibles. Est-ce que vous pouvez revenir sur les amidons résistants ? Ils ne sont pas directement nourrissants pour l'organisme humain, mais fermentés donc par les bactéries. Amidons résistants, c'est quoi pour l'oreille des gens ça... Donc l'amidon, c'est ce qu'on va retrouver naturellement dans les féculents, disons les pâtes, les pommes de terre, ce genre de choses. Vous disiez en première partie, Mais- les mais- pâtes, mais pas trop. Pas trop. Alors pas trop cuites déjà. Et puis pas trop chaude aussi. C'est ça. Et voilà, exactement. En faisant refroidir Un en fait. cuidité de pâtes. C'est exactement ça. En faisant refroidir ces féculents, en les consommant froids en salade, donc salade de pommes de terre, salade de pâtes pas trop cuites, mais également les légumineuses, la salade de lentilles, ça c'est une vraie merveille pour le microbiote intestinal. En fait, l'amidon va se gélatinise pendant la cuisson et ensuite va rétrograder pendant le refroidissement. Eh bien, cette forme d'amidon-là, elle devient complètement résistante aux enzymes lors de la digestion. Nous n'arrivons pas du tout à les digérer, donc ça ne libère aucun sucre dans l'organisme. Par contre, les bactéries intestinales se régalent vraiment de
de ces amidons résistants qui fonctionnent presque comme des fibres alimentaires finalement, puisqu'ils ne sont pas absorbés et qui vont vraiment nourrir préférentiellement là, les bonnes bactéries. Donc la banane notamment assez verte en contient particulièrement, mais c'est le cas aussi des légumineuses et donc on le disait des pâtes et notamment des pommes de terre froides, donc la salade de pommes de terre, c'est quand même assez simple, c'est pas très cher. Avec un peu de hareng dessus. Avec un peu de hareng, vraiment. Moins c'est pas. On peut Faut être commencer polonais, à essayer. faut être polonais, les enfants. Et puis des échalotes, surtout des petits, des aliacées. Tiens, j'en ai un dans le studio, précisément, qui est avec nous, le docteur Vladimir Mitz. Purée de chou vert au saumon. Ça, c'est pour vous, docteur. Absolument, mais j'avoue d'ailleurs que tous ces plats que vous avez dit évoquent pour moi des bons souvenirs et nos mamans nous faisaient ingurgiter ça très très largement et à notre grand plaisir. Un smoothie de gefilte fish voilà. dès le plus jeune âge. Involontairement, les pâtes froides au fromage et à la cannelle. On est vraiment dans les conseils que vous donniez. Et de la cacha, on mangeait pas de la cacha quand on était petit, le sarrasin, non ? Bon, ça c'était bien. Allez, docteur Vladimir Mitz qui va tout nous raconter un petit peu à la fois des problèmes de vergeture et puis de ce que les mamans doivent manger avant et après les opérations. Docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Comment établir, docteur, alors ce problème des vergetures avec notre sujet du jour, bien nourrir votre enfant ? Alors, je pense que c'est un sujet qui est un peu connexe. Ce n'est pas directement lié probablement au microbiote, mais comme ça représente une angoisse permanente pour les mamans, bien sûr, bien nourrir son enfant quand il est encore à l'intérieur de l'utérus, par sa propre nourriture, c'est important, mais l'égoïsme des mères doit être respecté en ce qui concerne la qualité de leur peau. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu des études, est-ce que vous seriez quand même aujourd'hui en capacité de dire à toutes nos auditrices s'il y a une possibilité de prévenir les vergetures ? Moi, je dirais un petit mot pour comment les traiter, mais est-ce qu'il y a une approche préventive en ce qui concerne l'apparition des vergetures chez les femmes enceintes ? D'un point de vue alimentaire, on sait que l'apparition des vergetures est très liée à l'hydratation. Donc on peut vraiment inciter les mères à beaucoup s'hydrater en dehors des repas pour avoir une peau qui soit un peu plus élastique. Ensuite, la qualité des protéines est importante. Donc pendant la grossesse, typiquement, il est vraiment important d'avoir de belles qualités de viande, c'est-à-dire des viandes qui soient peu transformées, qui apportent une bonne qualité de protéines, du collagène notamment, et pas forcément trop d'acides gras saturés. Donc vraiment varier l'ensemble des viandes et en avoir pour le coup à chaque repas en alternance avec du poisson et des œufs. Cet apport de protéines, il est vraiment fondamental pour avoir une bonne qualité de peau. Et on parle de vitamines, de la vitamine B12. Est-ce que ça a été un peu étudié ou vérifié, notamment l'utilisation de pommades à la vitamine B12, qu'on appelle le bépantène, qui faisait pousser les cheveux autrefois. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des essais randomisés ou quelque chose qui soit sûr ? Dans les essais que j'ai pu consulter, il y avait en tout cas un effet de toute façon au fait de nourrir sa peau au quotidien, même de l'extérieur. Donc le fait de masser avec des huiles, sans forcément aller dans des molécules, avait déjà un effet très intéressant. Chez la femme enceinte, c'est vraiment un moment où il faut prendre soin de soi et prendre soin, effectivement, vous l'avez dit très bien, pour son bébé, mais aussi pour la suite de sa vie de femme. Et donc, hydrater sa peau de l'intérieur et de l'extérieur avec des crèmes et avec des huiles, franchement, le plus simple possible et des préférences bio. Et le fait de masser, d'avoir vraiment ce mouvement sur la peau, c'est fondamentalement important et ça a été démontré comme ayant des effets très bénéfiques sur la prévention des vergetures. Oui, je pense qu'aussi il y a le problème de l'alimentation de la mère et du bébé, parce que prendre 20 kilos pendant sa grossesse, c'est quand même un assassinat de sa propre peau. Et dans notre expérience de chirurgien plasticien, rien n'est plus difficile que de voir arriver une jeune femme heureuse qui, à la suite de son premier enfant, se défait et nous montre des vergetures de près d'1 centimètre. Ça peut arriver notamment chez certaines peaux noires qui, quand même, sont des peaux très résistantes et déjà au derme très épais. Et on lit à ce moment-là, dans le regard de cette patiente, une demande « Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et je me souviens qu'à une 20aine d'années, on avait eu l'idée avec un de mes assistants, qui s'appelle le docteur Abou Darham. On s'était dit, pourquoi, à l'époque du laser, on ne pourrait pas introduire une fibre laser sous la peau, un peu comme dans une chaussette à repriser, et en coagulant par l'intérieur, essayer de faire rétrécir cette vergeture. Alors on avait fait appel à des techniciens, et notamment un technicien assez génial, qui nous avait dit que pour que ça fonctionne, il fallait mettre un petit miroir à l'extrémité du faisceau laser, parce que si on tire au laser par l'intérieur, on ne va pas avoir toute l'énergie. Il fallait
un angle vraiment à 90 degrés au niveau de la peau. Et on avait essayé un petit peu de faire ça, et c'était assez étonnant de voir ces vergetures se rétracter, mais elles ne disparaissaient pas. Et donc pour nous, ce drame de l'abdomen très abîmé par des vergetures ne nous autorise qu'à une seule opération. C'est d'enlever cette peau qui est vergeturée. On en peut enlever entre le pubis et le nombril, toute la peau, mais les vergetures qui sont au-dessus, celles-là, elles vont demeurer. Donc c'est pour ça que ce que vous avez raconté sur le microbiote, c'est fondamental, mais je voudrais presque l'élargir à l'alimentation de la mère, aussi de l'enfant, d'éviter des prises de poids brutales qui sont probablement consécutives pas seulement à la nourriture elle-même, mais à l'édème, à l'éclampsie, à d'autres soucis. Mais c'est quand même un gros problème de maîtriser sa prise de poids quand on est une femme enceinte. Oui, c'est important de ne pas perdre complètement le contrôle. On peut se faire plaisir et c'est important émotionnellement de s'autoriser des plaisirs pendant la grossesse. Pour autant, c'est vrai qu'on a toujours idéalisé cette espèce de lâcher prise intégrale qui permettrait de manger tout ce qu'on veut et on se rattrapera bien après. En fait, plus on va aller loin, plus il va être difficile après de rattraper le tir. Donc, en début de grossesse, au premier trimestre, typiquement, il n'y a pas besoin d'augmenter l'apport calorique. Donc c'est plutôt faire attention à ce qu'on mange, soigner particulièrement son alimentation, notamment avec beaucoup de fruits et légumes, on en a beaucoup parlé, mais aussi beaucoup de poissons gras, pour avoir des acides gras essentiels, pour avoir des antioxydants, qui eux participent à la qualité de la peau et évitent aussi d'avoir une prise de poids trop importante parce qu'ils sont peu énergétiques. Donc c'est vraiment une attention particulière qui doit être donnée à ce moment-là et trouver peut-être d'autres sources de plaisir ultime à travers du yoga, à travers du sport. Bon voilà, il y a d'autres façons en tout cas d'aller exalter son lâcher-prise pendant la grossesse parce que c'est vraiment difficile à récupérer après. Et vous l'avez dit, ça joue beaucoup sur le moral des jeunes mamans. C'est une période où on est fatigué. C'est très difficile de faire un régime alimentaire. Alors quand on allaite, c'est quasiment impossible. Déjà, on a très faim et puis on est fatigué. Et donc, c'est pas des moments de vie. On va se mettre dans une nouvelle routine contraignante. On a envie de réconfort à travers l'alimentation. Quand on s'est levé 3 fois la nuit, la journée, on a un petit peu envie de se faire plaisir. Donc, c'est là où il est intéressant, je trouve, de jauger un peu ses limites, son plaisir pendant la grossesse, pour pas avoir à trop se faire mal les premiers mois de l'arrivée de bébé. Et puis, il y a le deuxième problème qui se pose. Bébé est arrivé, 2, 3, 4 bébés. Et puis, grâce à la bonne nourriture, à la connaissance de microbiote, ils évoluent bien. Et puis, après quelques années, la femme a un ventre qui la gêne, soit avec des vergetures, soit avec des replis. Le mari lui dit « Mais moi, je t'aime bien comme ça, je comprends pas quel est ton problème. » Et pour la femme, elle se sent détruite. Et elle demande une réparation. Et ces opérations de réparation du ventre ne sont pas anodines. C'est pour ça aussi que la prévention est importante. Il faut que les patientes entendent celle-là, celles qui sont enceintes ou qui vont tomber enceintes. C'est que le contrôle pondéral est fondamental, mais il ne suffit pas. Malheureusement, il y a dans certains cas la peau du ventre qui éclate. Il y a aussi un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est le problème musculaire. C'est avoir un gros bébé, s'il est surnourri, ça pose un problème parce qu'il dilate l'utérus, et l'utérus va dilater les muscles grand droit. Il va se créer ce qu'on appelle un diastasis, et malgré tous les efforts physiques de sport après l'intervention, si les muscles sont écartés, ils sont comme les barreaux d'une prison, ils sont écartés et il va falloir opérer. Et donc ce contrôle pondéral de l'enfant et de la mère de façon conjointe me paraît un élément fondamental. Et en plus, ce contrôle pondéral a un intérêt aussi au moment de l'accouchement. On sait très bien qu'un très gros bébé, et il y a vraiment beaucoup plus de risques au moment de l'accouchement. Donc il faut effectivement contrôler la croissance de bébé et la prise de poids chez la mère de toute façon conjointe. C'est très important pour préserver la qualité de la fin de grossesse, qui peut être très pénible, surtout là quand on va arriver sur des périodes d'été. Et puis le moment de l'accouchement et les suites de couches. Des expériences avaient été très prometteuses chez les souris qu'on faisait maigrir en variant leur microbiote. On en est où actuellement ? Alors aujourd'hui, il y a des essais qui sont faits notamment sur de la transplantation fécale, mais qui ne sont pas encore utilisables au grand public. Dans une pathologie d'ailleurs, on peut l'indiquer, mais sinon c'est pas encore à l'ordre du jour. Il n'y a qu'une AMM sur le transfert de matière fécale actuellement en France. Oui. Après, aujourd'hui, on pense vraiment qu'il est intéressant d'agir en prévention de toute façon par la qualité de l'alimentation. Pour le curatif, on n'a pas encore d'essais suffisamment robustes pour lancer des actions.
Merci Vladimir pour cette chronique. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble pour continuer d'être dans le pratico-pratique. Comment faire manger des fruits et des légumes à bébé. Alors il y a bien sûr plein de recettes dans ce livre. Voilà, le grand livre des recettes de mon bébé chez Marabout. Et évidemment dans celui-ci, bien nourrir votre enfant pour faire... Alors vous dites dans votre livre, pour faire manger des fruits et des légumes, ce qui est quand même le nerf de cette guerre alimentaire, faut réduire les doses de moitié. Fruits et légumes. Il faut montrer l'exemple en mangeant devant eux. Je vous cite, je lis vraiment un extrait de votre ouvrage. Il faut rendre les fruits et les légumes familiers et disponibles. Il faut organiser comme des petits jeux autour. Il faut vanter leur goût par leur propriété santé. S'ils les aiment en purée, vous les en avez parlé en première partie tout à l'heure, lui en donner en purée tout en montrant qu'il en existe d'autres formes. Il faut donner des aliments doux et rassasiants en veillant à leur présentation. Les enfants ne les aiment pas vapeur. Voilà, donc il y a plein de petites astuces à trouver dans vos deux ouvrages pour leur faire manger un maximum de légumineuses, de fruits, de légumes. Naturellement, nous ne sommes pas faits, enfants, pour aimer les fruits et les légumes. C'est vraiment le contraire de ce qui est... en fait, naturellement, l'enfant aime ce qui est dense, ce qui est très énergétique, ce qui n'est pas amer, parce que c'est une forme de protection dans la nature. En fait, tout ce qui était amer était du poison. Donc, on est vraiment programmé pour ne pas aimer ça étant enfant. Et c'est là où il y a une programmation pour le sucre, alors à l'inverse. Exactement, mais vraiment qui est inné, on le sait, un bébé à la sortie du ventre, 1 heure après, vous lui donnez une petite goutte d'eau sucrée, vous avez presque un sourire, vous sentez que l'enfant est heureux. C'est vraiment une programmation très naturelle et qui a été très protectrice pendant des millénaires, plutôt à l'état préhistorique. Aujourd'hui, effectivement, dans le contexte dans lequel on est, c'est important de donner le goût des fruits et des légumes pour l'installer sur le long terme. Et effectivement, ça met une certaine responsabilité, mais l'exemplarité n'est pas neutre. Le fait d'avoir dans son environnement des fruits et des légumes à table, de voir ses parents, ses frères et sœurs en consommer, ça inscrit bébé dans des habitudes familiales qu'il va conserver ultérieurement. Donc ça veut dire qu'en tant que parent, on a une certaine responsabilité à consommer des fruits et des légumes, à en avoir autour de nous, lorsqu'on tend une cuillère d'épinards, ne pas faire une tête absolument dégoûtée. C'est vrai que ça me fait toujours sourire de voir des jeunes mamans qui essaient vraiment, mais qui donnent des choses qu'elles n'aiment pas et qui, du coup, l'enfant se construit en miroir de son parent. Il voit bien qu'il y a un problème quand la maman fait une tête complètement Donc il faut faire quoi écœurée. En tout cas, être neutre à minima. Et en tout cas, faire goûter plein de choses et même ce qu'on n'aime pas soi-même. Et surtout, vous dites, ne jamais promettre à un enfant qu'il aura une sucrerie à la fin s'il mange bien sa cuillerée d'épinards. L'aliment récompense, c'est un vrai sujet. C'est un gros problème. En fait, ça ne fait que valoriser la friandise et l'enfant va ingurgiter par défaut ce qu'il y a avant sans même y réfléchir. On n'est plus du tout dans les sensations corporelles. Donc non, effectivement, l'aliment récompense, c'est une catastrophe. L'alimentation, de toute façon, ne doit pas être une récompense. Une bonne note qui permet d'aller au fast-food, ça n'a pas de sens. Le fast-food. Ça existe, l'aliment doudou. Alors, doudou dans le sens réconfortant. Une part de gâteau au fromage ou une part de gâteau aux pommes, Vladimir. Oui. Réconfortant, oui, mais pas récompense. Alors, réconfortant, mais pas récompense. Ouais, mais il faut aller chez cette nouvelle pâtissière. Vous n'avez pas vu cette pâtissière Julia Deplace qui fait des pâtisseries sans sucre? Un Saint-Honoré avec de la farine de sarrasin et sans sucre. Bon, elle a travaillé avec des grands dans des 2 et 3 étoiles. Puisque Vladimir Mitz en parlait, il faut protéger la peau aussi. C'est important, la peau de bébé. Vous dites que c'est la première colonisée par le microbiote, la peau. Mais oui, il y a un microbiote cutané qui est très important. Et plus ce microbiote cutané est important, moins il y a de pathologies cutanées. Donc c'est très important. Ça veut dire concrètement ne pas baigner bébé tous les jours. Ce n'est pas nécessaire. Il faut évidemment que le siège soit extrêmement propre pour éviter les irritations. Mais le reste du corps, un bébé peut être baigné 1 jour sur 2. 1 jour sur 2 1 jour sur 2. Et le jour où on ne baigne pas son bébé, on peut prendre un peu de temps pour faire un massage avec une huile neutre, vierge, bio. Masser son bébé, c'est très important aussi pour sa construction. Et ça va venir nourrir la peau. Donc c'est plus intéressant que de laver tous les jours. Et vous n'avez pas dit un mot du microbiote vaginal passé de la maman qui a accouché par césarienne pour transmettre son microbiote au bébé? Alors, il y a des essais qui sont faits, mais ça reste dans le secteur vraiment hospitalier. Il ne faut surtout pas s'aventurer à ce genre de choses à domicile. Il y a des essais, effectivement, de mettre des gaz dans le vagin de la maman pendant l'intervention et ensuite badigeonner l'enfant avec cette gaz. Donc, ça peut paraître... Il semblerait qu'on le fait moins là maintenant ou presque Alors, ça, pas. c'est un peu... Alors, ce qu'on a appris notamment, c'est qu'il n'y a pas que le microbiote vaginal, il y a aussi le microbiote fécal qui est transmis au moment de l'accouchement.
Et en fait, il faudrait vraiment transmettre les deux pour qu'il y ait une vraie efficacité. Et donc, c'est un peu complexe, c'est un peu ragoûtant. Alors, microbiote de la peau, donc très très important. C'est la première colonisée par un microbiote. Vous venez de le dire, laver bébé à la main. Choisir des produits sans parfum. Jamais d'huile essentielle. Ne pas parfumer un bébé. Jamais d'huile essentielle, dangereux pour un bébé. Et pour presque terminer, le microbiote buccal, c'est le deuxième le plus varié avec l'intestin. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Il est très important ce microbiote buccal. Globalement, ça veut dire chez l'enfant, pas de dentifrice adulte. Alors on le savait déjà pour le fluor, évidemment. Les taux de fluor sont trop importants. Mais en plus, il y a un côté effectivement trop abrasif pour la flore de la bouche du bébé. Ça veut dire aussi jamais de bain de bouche chez un enfant. Déjà chez un adulte, en fait, c'est pas Attention très tétine, pas de bain de bouche. Ouais. Tu peux aller dans le jardin, tu peux mettre les mains dans la terre, tu peux caresser le chien, manger de l'herbe, mais attention, la tétine, elle est dangereuse quand même. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Céline Richonnet, diététicienne, nutritionniste, pédiatrique, pour ces 2 ouvrages, bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top. Paru chez Marabout, de la grossesse à l'adolescence, et on a même le droit quand on est adulte, on a le droit de bien manger après également. Et le grand livre des recettes de mon bébé, 200 recettes de 5 mois à 3 ans, 100% gourmandes, pas trop moulinées. Non, pas trop. Pas trop, faut laisser un peu, de la texture. De la texture, un petit peu de grumeaux dedans, fruits, légumes, légumineuses, et puis là, c'est le bonheur, je pense, on est bien. La recette. Merci d'avoir été avec nous, merci docteur Vladimir Mitz. Je rigolais tout à l'heure, il m'en veut, il a un microbiote magnifique. Docteur Serge Rafal, vous faites tellement de chroniques sur le microbiote qu'on vous pose même pas la question. Serge Surpin était en régie avec nous, il mange bien également, Serge Surpin, ça se voit qu'il mange bien, il est poupon. Merci et belle semaine à tous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.